Bien à vous, chers fidèles de la télévision rwandaise, en particulier les inconditionnels de notre émission majuscule propos notre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les sujets d'actualité nationale, continentale et mondiale. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du cyclisme. La fête du vélo est encore de retour au Rwanda après les championnats du monde de cyclisme UCI 2025. Le Rwanda accueille aujourd'hui la 18e édition du Tour du Rwanda, la fête du vélo. Pendant tout ce temps, le cyclisme rwandais a grandi, non seulement au point de vue sportif, mais aussi a gagné en crédibilité sur le continent africain et même au niveau mondial. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du cyclisme rwandais, du cyclisme africain, avec deux experts en cyclisme. Avec Philippe Legare. Philippe, bonjour et bienvenue à la télévision rwandaise. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec nous également sur ce plateau, Jean-Sauveur Ntiamira, il est aussi expert en cyclisme. Jean-Sauveur, bienvenue à la télévision rwandaise. Merci beaucoup, Damascène. Oui, nous parlons du cyclisme, le Tour du Rwanda qui a débuté ce dimanche. Et pour commencer avec vous, Philippe, d'abord, quelles sont vos impressions en arrivant au Rwanda aujourd'hui? C'est l'impression d'un immense moment de sport, mais également de convivialité, de concorde en fait entre le public, les sportifs, les athlètes, les organisateurs, les partenaires. Et on ressent ça sur toutes les courses de cyclisme. Et le Rwanda n'échappe pas à la règle, c'est-à-dire que c'est un sport où tout le monde partage la même passion, tout le monde partage la même joie, le même sourire. Et on retrouve aussi bien sur le Tour de France qu'au Tour du Rwanda ces sourires sur le bord de la route en fait. Et c'est pour ça que le Tour du Rwanda est une compétition particulière parce qu'elle va à la rencontre des gens sur le bord des routes, dans les districts. Et comme le Tour de France va dans des endroits qui n'ont pas l'habitude de voir des grandes compétitions de sport. Et c'est le même parallèle qu'on peut faire avec cette même joie de retrouver tous les ans les acteurs. Oui. Jean-Sauveur, nous sommes à la 18e édition du Tour du Rwanda. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de particulier dans cette édition 2026? Bon, disons que concernant le Tour du Rwanda, vous savez que le Tour du Rwanda est devenu international en l'an 2009. Oui. Donc il était en catégorie 2.2 sur le calendrier ICI. En 2019, il a évolué. On a commencé, on a grimpé sur le 2.1. Là, on devrait accueillir des équipes professionnelles. Oui. Maintenant, nous sommes en 2026. La particularité que je peux dire sur le Tour du Rwanda d'aujourd'hui, par rapport aux éditions précédentes, au fait, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup, donc on ne va pas faire de longues étapes, et donc, sauf la première étape qui est plus ou moins longue, donc les autres ne sont pas du tout. L'autre particularité, c'est qu'il y aura des points de bonification, donc qui n'étaient pas dans les compétitions précédentes. Oui. Les bonifications, donc c'est-à-dire que là où il y a les arrivées en sprint massif, qu'est-ce qu'on fait pour départager les couleurs? Pour le classement général, on donne les bonifications en cours de route. Oui. Disons, si on donne 10 pour 3 coureurs, disons s'il y a une bonification, 10, 6, 4 pour les 3 premiers, donc on enlève ces secondes au temps de l'arrivée et puis donc on différencie sur le classement général des coureurs. Parce que si on laisse ça, donc ça va montrer qu'il y a 20 coureurs qui ont le même temps et ça n'a pas une signification. Oui. C'est ça quelque chose qui est nouveau sur le Tour du Rwanda qui n'était pas bien avant. Et puis autre chose, c'est que ce Tour du Rwanda, compte tenu de ce qui s'est passé l'année passée, vous savez bien qu'on a accueilli le championnat du monde. Donc, qui a marqué tous les esprits à travers le monde. Et parce que ça, vraiment, je pense que ça allait ici au niveau qu'on n'attendait pas.
Parce que c'était la première fois en Afrique et ça a arrivé. Donc le Tour du Rwanda va actuellement se faire dans l'image du championnat du monde de l'année passée. Et là, justement, c'est la question que j'allais poser aussi à Philippe. Philippe, la 18e édition du Tour du Rwanda, cette année, vient quelques mois seulement après les championnats du monde de cyclisme. Et accueillir cette compétition après les championnats du monde, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelle image? C'est l'image d'un pays qui a réussi à pérenniser en fait cet événement et ce sport. Parce que ça aurait pu être une fin en soi, le championnat du monde, un aboutissement, et que derrière, plus rien ne se passe. Or, au contraire, moi l'impression que ça me donne, et je ne suis pas le seul à le penser, c'est que le championnat du monde a été comme une rampe de lancement en fait, pour que le cyclisme reste et s'inscrive encore plus dans la durée et dans l'histoire du pays. Et c'est en cela que c'est un sport que le Rwanda a réussi à enraciner le cyclisme grâce au championnat du monde. Mais avant, il y avait le Tour du Rwanda. Le championnat du monde a été une étape. Et derrière, il y a encore le Tour du Rwanda qui sort plus renforcé encore qu'auparavant, je trouve. Oui. Et alors Philippe, je sais que vous avez beaucoup suivi, et vous suivez toujours le cyclisme sur le continent africain, même au niveau mondial. Est-ce qu'avec les championnats du monde 2025, le cyclisme rwandais est connu? C'est sûr que c'est la plus belle vitrine qu'il pouvait y avoir, parce que derrière une Coupe du Monde de football ou des Jeux Olympiques, c'est comme un championnat du monde qui accueille toutes les nations, c'est-à-dire que tous les continents sont représentés, toutes les images, les caméras sont pointées sur un pays, et là en l'occurrence le Rwanda pendant une grosse semaine, du dimanche au dimanche. Oui. Et c'est l'attraction. Tous les sports, tous les pays qui ont cette culture du cyclisme en eux, n'avaient Dieu que pour le Rwanda pendant j'ai dit une grosse semaine, mais c'est bien plus parce que tout le monde s'est intéressé au Rwanda juste avant les championnats du monde aussi, parce que c'était une attraction énorme de se dire waouh, il y a un championnat du monde en Afrique, et tout le monde, et surtout après les réactions, après l'événement, c'est entendre les gens dire non mais c'est incroyable d'avoir vécu ça, mais c'est les plus beaux championnats du monde qu'on n'ait jamais vus. C'est un ancien président de l'UCI qui me l'a dit, oui. Le soir de l'arrivée du championnat du monde, sur la ligne d'arrivée, il m'a dit Philippe, ça fait 30 ans au moins que je n'ai pas vu une telle réussite, un si beau championnat du monde. Oui. Et c'est en Afrique et c'est au Rwanda, donc tout le monde pouvait être content quand même. Ah oui, donc le Rwanda a de quoi se féliciter. Hein. Ouf, oui. Et alors, Jean Sauveur, cette édition 2026, vous connaissez les étapes que les coureurs devront parcourir. Et quelle est, d'après vous, d'après votre expérience, quelle est peut-être l'étape qui peut être la plus rude pour les coureurs? Comme je vous l'ai déjà dit, donc, il y a 8 étapes. Mais pour moi, l'étape est la troisième étape, donc qui va de Huye à Rusizi, et être déterminante, ou bien l'étape de Musanze et Kigali, les deux étapes. Parce que les dernières étapes, donc la dernière étape, les gens conservent les places. Là, ça ne bagarre pas comme avant. Donc, je dis les deux étapes. L'étape de Huye, Rusizi, ou bien l'étape de Musanze et Kigali. Et elles ont quel point particulier, ces étapes que vous venez de... Le point particulier de ces étapes, c'est que... si nous commençons par cette étape de Huye-Rusizi. Exactement. En passant par le parc national. La troisième étape de Huye-Rusizi, qui va passer au parc d'Onyungwe, oui. Il y a beaucoup de tournants avec des montées et les descentes. Normalement, c'est une étape technique. Là où il y a des montées avec des descentes, donc si les coureurs expérimentés, s'ils montent bien et ils descendent très rapidement, donc là, ça peut coincer beaucoup de coureurs qui ne sont pas expérimentés. C'est pourquoi je dis que c'est une étape déterminante. Aussi, l'étape de Musanze, comme tu le sais, et Kigali, qui va se terminer au Pérez Stadium à Nyamirambo. Donc, c'est une étape aussi un peu difficile avec des montées considérables, donc spectaculaires. Donc, la première montée de Chivuruga vers de Buranga, et on descend, on monte Tare, vers Chirongi,
et on descend ici de Nyabugogo, là où il y a beaucoup de spectateurs du vélo, tu le sais. De Nyabugogo à Nyamirambo aussi, ça monte vers l'arrivée. Une étape, donc, sur une compétition cycliste, s'il y a une étape, se termine en montée, c'est une étape difficile, normalement. Oui. Et alors, Philippe, vous avez couvert plusieurs compétitions dans le monde. Et je voudrais qu'on parle un peu du rôle des médias. Qu'est-ce que les médias ont à jouer ils ont un rôle à jouer dans la croissance du cyclisme. Oui, c'est un sport qui est extrêmement lié au journalisme, en fait. C'est le journalisme, les journalistes qui ont créé le Tour de France. Déjà, à la base, le Tour de France a été créé par des journalistes, par un journal qui s'appelle L'Équipe, là où je travaille. Et donc en 1903, donc ça date. Le Tour d'Italie a été organisé par la Gazzetta dello Sport. Donc ils ont créé en Belgique les courses comme le Tour des Flandres ou Liège-Bastogne-Liège ont été créés par les journaux régionaux du coin. Donc c'est lié, et l'histoire du travail des médias, du journalisme et ce sport, ces deux histoires elles sont liées parce qu'en fait c'est un sport qui se voit pas intégralement, donc il se raconte énormément. On n'est pas dans un stade de foot où on voit le début et la fin. On n'est pas dans un stade de foot où on voit tout le match. Et là, sur une course de vélo, on voit seulement le début, on voit la fin. Les images télé maintenant permettent en direct de diffuser et d'apercevoir et les paysages et les coureurs qui traversent ces paysages. Et c'est un sport de narration. Oui. C'est-à-dire qu'on raconte, on enjolit aussi les histoires. C'est beaucoup de belles histoires humaines, sportives, mais humaines. Et je pense que c'est ça qui touche aussi beaucoup les gens. C'est qu'à travers des coureurs qui pédalent, à travers des gens sur le bord de la route, à travers une chute, à travers un sprint, à travers une victoire, une défaite, tous les gens se retrouvent dans cette histoire-là parce que ça les concerne en fait. Et donc c'est un sport qui est proche des gens et qui touche les gens. Et ça, c'est raconté par les journalistes, par les médias, la télévision, la radio, la presse écrite. C'est quelque chose de particulier, le cyclisme, par rapport aux médias, justement. Et, au début de notre émission, vous nous parliez, Philippe, des échos de l'organisation par le Rwanda des championnats du monde de cyclisme et les impressions positives de la part de diverses personnes. Et est-ce qu'après la réussite de ce championnat du monde de cyclisme, est-ce que l'image du cyclisme rwandais ou bien du cyclisme africain aurait connu une amélioration de la part des médias européens? Tout à fait, parce que les gens, mes collègues journalistes et même les suiveurs, les directeurs sportifs, les coureurs, tout le monde m'en a parlé après en disant mais tu avais raison de dire que le Rwanda est un pays de terre d'accueil du cyclisme et c'est ce que j'ai toujours répété moi, à la fois dans mes articles et dans mes reportages, mais aussi dans les discussions que je pouvais avoir pour convaincre certaines équipes de venir, parce qu'il y a toujours des gens, quand c'est loin, c'est pas parce que c'est le Rwanda, mais c'est parce que c'est loin, oui. Ils ne veulent pas spécialement faire les efforts de venir. Et là maintenant, moi j'ai entendu beaucoup de coureurs dire moi j'aimerais bien venir en stage, même individuellement, venir m'installer à Musanze et m'entraîner pendant 2 semaines, 3 semaines et repartir après en Europe faire des courses. Parce que toutes les conditions sont réunies et la perfection de l'organisation des championnats du monde, mais qui sont à l'image de ce qui se passe sur le Tour du Rwanda depuis des années. Oui. C'est une course parfaite. Moi j'ai des souvenirs d'un des plus grands directeurs sportifs, manager d'équipe, Patrick Lefebvre, qui est un peu le Ancelotti du cyclisme, et qui lui est pareil, il avait des doutes, il est arrivé, maintenant c'est le plus grand ambassadeur du Rwanda, du cyclisme au Rwanda, en disant vous ne pouvez pas imaginer, les routes elles sont parfaites, il n'y a pas de trous dans les routes. Alors qu'en Belgique, en France, en Italie, il n'y a que des trous dans les routes. Et là, les gens ont découvert, les coureurs qui ne connaissaient pas le Tour du Rwanda, ont découvert pendant les championnats du monde, ont découvert des routes qui sont parfaites, une organisation qui est parfaite, des gens qui sont respectueux, qui sont disciplinés. La police qui fait un travail énorme, oui. Et c'est une réussite absolue, mais qui a été mise en exergue par les championnats du monde, mais qui existait avant sur le Tour du Rwanda et qui existera encore après avec le Tour du Rwanda, qui va rester ce fil rouge en fait du cyclisme au Rwanda. Et le championnat du monde a mis en exergue tout ça, et ça c'est pour ça que la réputation du Rwanda elle a encore grandi grâce au championnat du monde. Et
c'était le but recherché et c'est vraiment réussi. Ouais. Et alors avec tout ça, Philippe, est-ce qu'on peut dire que le Tour du Rwanda est peut-être une référence continentale? C'est la référence continentale. C'est devenu la référence continentale. Avant l'émission, on en parlait avec Jean Sauveur. C'est vrai qu'il y a eu le Tour du Faso qui à l'origine était la référence sur le continent africain. Ensuite, il y a eu la Tropicale Amissa Bongo au Gabon, que le Rwanda avec laquelle le Rwanda a rivalisé sur les dernières années du Tour de la Tropicale Amissa Bongo. Et aujourd'hui, le Tour du Rwanda est de toute façon la seule épreuve classée en catégorie 1, c'est-à-dire l'équivalent de la 2e division du calendrier mondial. Oui. Donc ce qui est pas rien, c'est quand même important et peut-être que ça va en grandir encore plus, je sais pas, mais c'est devenu la référence et tous les coureurs africains veulent courir le Tour du Rwanda. Pour les coureurs africains, c'est le Tour de France en fait. Hein. C'est leur Tour de France. Ah oui. Et tout le monde n'a pas la chance. Il y en a beaucoup avec qui je parle qui rêvent de faire le Tour du Rwanda, comme un jeune coureur français rêve de faire le Tour de France. Mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Et oui, et Jean Sauveur, le Tour du Rwanda a grandi, passant de 2.2 à 2.1. Mais on voit que ça a changé. Avant, quand c'était 2.2, on voyait beaucoup de coureurs rwandais qui se distinguaient. Mais après ce passage de 2.2 à 2.1, on n'a plus vu les Rwandais monter sur le podium. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette situation? Qu'est-ce qui a changé? Oui, comme je vous ai dit, donc, le Tour du Rwanda est devenu international en 2009. Oui. Ça a demandé 5 ans, si je ne me trompe pas, parce que c'est en 2014 que le premier coureur rwandais a gagné le Tour du Rwanda. Et 2014, que Valens a gagné, 2015, Bosco a gagné, 2016, Valens est revenu, 2017, Alléluia Joseph, 2018, Mugisha Samuel ont gagné. Alors, donc, l'organisateur du Tour du Rwanda, donc, ils ont dit il faut passer de l'autre à un niveau supérieur parce qu'on gagne toujours. Donc, on a passé à 2.1. Là, ça commence à grandir parce que les équipes professionnelles, comme les équipes qui font le Tour de France. Oui. Donc, c'est-à-dire les grandes équipes européennes. Ce qu'on appelle World Tour. Donc, ils sont venus, donc ça commence à être compliqué. Comme on a attendu, quand le Tour du Rwanda était 2.2, on a attendu 5 ans. Maintenant aussi, même si ça passe, ça devient 7 ou 8 ans. Mais ça va venir. Donc, l'essentiel, c'est que les entraîneurs, au Rwanda, nous avons un bon paysage, donc le pays de Miricoline, là où on peut s'entraîner. Donc, on a des stages en Europe ou ailleurs. Donc, je pense que j'ai l'espoir que donc, dans les années qui vont venir, même les Rwandais vont gagner ou vont prendre le podium sur le Tour du Rwanda classé 2.1. Mais donc, nous avons aussi, on a commencé ce qu'on appelle les Jeux de la jeunesse de 9 à 16 ans qui ne sont pas classés au niveau du CI. Donc là où il y a les pipis, donc les benjamins, les minimes, les cadets. Donc là, on va entraîner les gens à bas âge. Là, on va avoir des coureurs. Comme je l'organise toujours, souvent ici au Rwanda, je sais à quoi consiste. Ça va améliorer. On va avoir des coureurs vraiment compétents qui ont commencé à bas âge, alors que d'autres prendre les gens qui sont plus âgés. Donc j'ai l'espoir que dans les années à venir, on va avoir les Rwandais qui vont gagner le Tour du Rwanda classé 2.1. Et la même question à vous, Philippe. Vous êtes un expert dans le cyclisme. Que faut-il aux coureurs rwandais pour pouvoir se distinguer dans cette catégorie de 2.1 parce qu'on voit que depuis cette accession à 2.1, les Rwandais ne se distinguent plus comme c'était avant. Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les défis à relever? C'est assez simple, mais comme disait Jean Sauveur, c'est le fait de courir en fait, le fait d'accumuler la compétition, de s'habituer à la rivalité, à déjà s'entraîner, les réflexes en compétition. Donc plus les coureurs courent, mais c'est pas spécifique aux Rwandais,
C'est spécifique à tous les coureurs. Quand les coureurs professionnels, quand Tadej Pogačar arrête sa saison, donc fin octobre, il s'arrête pendant 3 semaines, mais il souffre quand il reprend au bout de 3 semaines, et quand il reprend l'entraînement, il souffre le martyre, parce que s'arrêter 3 semaines, c'est très difficile de reprendre. Et ça vaut donc pour tous les coureurs et pour les coureurs rwandais. C'est vrai que ce changement de catégorie a été dur à vivre pour eux, parce qu'ils étaient sur un nuage, en fait, les coureurs rwandais qui gagnaient toutes les éditions dans les années 2010 étaient sur un nuage. Et aussi, leur intérêt, c'était pas peut-être de gagner comme ça assez facilement, c'était aussi de se confronter à d'autres catégories, des coureurs donc professionnels, pour continuer à grandir. Mais ils n'ont pas pu grandir du jour au lendemain, en fait. Et ça, peut-être certains... C'est un processus. C'est un processus très long, en fait. Et peut-être que certains ont désespéré, ont abandonné la compétition. On a vu arrêter, Jean Sauveur, on en a vu. Et par désespoir, parce que ça marchait avant et ça marchait plus après. Sauf que ce sport-là demande de l'abnégation, demande de l'insistance. Alors c'est très difficile, c'est le sport le plus difficile, parce qu'il faut faire des sacrifices d'hygiène de vie, d'aller à l'entraînement quand on n'a pas envie d'y aller, parce que c'est des efforts hors compétition, mais qui sont totalement dans l'anonymat. Personne n'applaudit à l'entraînement. Mais bon, quand il y a le résultat au bout, le public qui acclame sur le Tour du Rwanda, pour les coureurs, je pense toujours aux coureurs rwandais, il faut que ça les motive encore plus. Et ce public qui est sur le bord des routes, il n'y a pas beaucoup de courses au monde. Franchement, pour en avoir vécu beaucoup, à part le Tour de France, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas autant de monde sur les autres courses. Ça, c'est sûr et certain. Oui. À part le Tour de France, il n'y a pas autant de monde sur le bord des routes. Et ça a un impact sur les coureurs? Bien sûr, parce que s'ils sont poussés par le public. Il y a des coureurs qui disent, par exemple, dans une montée d'un col sur le Tour de France, ils disent toujours, s'il n'y a pas le public, on ne ferait pas ces efforts-là, en fait. Oui. Parce qu'ils sont pas physiquement poussés, mais ils sont accompagnés et surmotivés grâce aux cris et aux encouragements du public. Et c'est pareil pour les coureurs rwandais. Et moi, je vois bien sur le bord des routes, des fois, quand on passe dans des endroits, dans des villages, quand on voit le public déchaîné qui crie le prénom des coureurs, ça doit donner un gros coup de boost. Alors maintenant, c'est vrai, comme dit Jean Sauveur, il manque un coureur qui pourrait viser le classement général, mais ça va venir, obligatoirement, c'est inéluctable. Oui, et alors on voit que le cyclisme rwandais s'expose à l'international. Alors Philippe, avec cette exposition médiatique, il y a des opportunités certainement pour les coureurs. Alors que doivent faire les jeunes talents rwandais pour exploiter cette opportunité, cette exposition médiatique? Ouais, alors ça c'est vraiment je pense que le problème il est là, c'est que il faudrait qu'ils soient accueillis dans des structures professionnelles pour apprendre sur place. Mais ça demande d'autres sacrifices. C'est-à-dire, c'est quitter le pays, aller vivre dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Moi, ce que je préconise toujours, c'est que ils ne peuvent pas partir tout seuls. On a vu Joseph, par exemple, il s'est retrouvé tout seul à Marseille, ça n'a pas marché. Il y a vu un autre, je ne me rappelle plus son nom, qui était parti en Vendée, il était tout seul, ce n'est pas possible. Donc je pense qu'il faut vraiment créer... Non, pas Valence, non, c'était... de janvier Non, mais je pense qu'il faut créer des structures où les accompagner en groupe, en fait. Et pas seulement des Rwandais, mais des coureurs, africains qui n'ont pas la chance d'être comme des Érythréens. Les Érythréens, eux, ils sont reconnus maintenant comme... parce qu'il y a Binyam Guillerma, et parce qu'avant, c'était pas aussi facile. À partir du moment où il y a un qui marche, c'est une locomotive et tout le monde suit derrière. Et pour les coureurs rwandais, il faudrait avoir cette chance-là de trouver une structure assez humaine, assez familiale, qui leur permet de grandir dans des conditions semi-professionnelles. Ça existe en Europe, des clubs amateurs ils sont payés un peu, ils courent beaucoup, ils s'entraînent, ils sont logés. Et en fait, c'est ça, c'est ce qu'il faut à mon avis. Mais c'est aussi la particularité des nouveaux Tours du Rwanda depuis 2-3 ans, c'est ils accueillent des équipes développement de professionnels, en fait, des équipes World Tour, mais de développement. Donc c'est l'équipe réserve, mais réservée aux jeunes. Et donc là, il y a quand même des observateurs, des directeurs sportifs qui sont là, ils observent les jeunes. Ils sont là pour surveiller, pour regarder, détecter un jeune talent qui pourrait effectivement faire venir en Europe. Ça passe par là aussi, je pense. Et le Tour du Rwanda sert aussi à ça, justement,
à ce que les directeurs sportifs, les managers européens qui sont là, qui viennent voir leurs coureurs, qui dirigent leurs coureurs, puissent repérer 1, 2, 3 Rwandais. Et après, la machine elle est lancée. Je pense que ça peut fonctionner comme ça. Ça peut fonctionner comme ça. Et alors, vous faites allusion aux équipes de développement qui sont nombreuses aujourd'hui. Qu'est-ce que ça ajoute à la compétition? Ça a qui a l'avantage d'avoir ces équipes de développement qui participent à la compétition? Je pense que c'est une émulation aussi. Je pense aux jeunes coureurs, pas seulement rwandais, mais aux jeunes coureurs africains. De voir des maillots Movistar, Soudal, des maillots qu'ils voient à la télévision pendant le Tour de France, en fait. Et Picnic, c'est Lotto, c'est comme des maillots qui se battent sur le Tour de France. Et c'est comme une émulation de les voir là à côté, en fait. Et ça doit nous donner envie de se battre pour les battre, justement, pour être meilleurs qu'eux. Et ils sont jeunes, les jeunes professionnels, là, ils sont jeunes, ils ne sont pas tous expérimentés. Cette année-là, il y a comme des coureurs qui viennent de beaucoup de pays sud-américains, Mexique, Brésil, Colombie, Costa Rica. Donc c'est des jeunes qui n'ont pas obligatoirement l'expérience. Et c'est peut-être la possibilité pour les Rwandais, justement, ils ont peut-être une place supplémentaire aujourd'hui pour les battre. Parce qu'eux, ils connaissent les routes que les autres ne connaissent pas, en fait, les routes du Rwanda. Elles sont particulières, quand même. Elles sont particulières. Oui, c'est un avantage. C'est un avantage pour les Elles sont particulières, les routes du Rwanda. C'est des très longues montées. C'est pas violent, mais on est en altitude. Ils n'ont pas l'habitude d'être en altitude comme ça. C'est quelque chose, on monte à 2700 mètres, des fois. Pour les coureurs européens, ils sont en insuffisance respiratoire des fois, donc et ils ont l'avantage. Les Rwandais ont cet avantage quand même. Les Érythréens aussi parce qu'ils vivent en altitude, mais voilà. Oui, Jean Sauveur, vous suivez le Tour du Rwanda depuis plusieurs années maintenant. Et où est-ce qu'il faut investir plus chez les coureurs rwandais? Et quels sont les défis à relever pour que les coureurs rwandais puissent progresser comme cela se doit? Ok, merci Damascène. Pour moi, je vois qu'il faut, comme on a commencé le Jeux de la jeunesse, comme je disais, de 9 à 16 ans, donc il faut en profiter de voir si les coureurs arrivent à 15 ou 16 ans, de chercher les équipes de développement, comme Philippe vient de le dire. Au fait, on invite les équipes de développement pour que les directeurs sportifs puissent l'opérer dans des coureurs rwandais ou africains qui peuvent donner des contrats pour aller en Europe et acquérir des expériences, en fait, qu'ils viennent plus puissants et puis rivaliser avec les Européens des retours du Rwanda. C'est ce qui nous va nous avantager pour que nos coureurs puissent gagner le podium. Autre chose, c'est qu'il faut aussi donner, j'insiste à la fédération, de donner les formations pour les mécanos, pour les coachs, pour tous ceux qui sont qui accompagnent le vélo, pour qu'ils puissent avoir une expérience marquante, en fait, qu'ils puissent aider les coureurs aussi à relever le défi. Donc, ça, pour investir, ça demande aussi de l'argent, mais aussi, ce que je demande à la fin, c'est augmenter des compétitions. Il vient de dire que Pogacar, s'il allait 3 semaines, pour recommencer, ça lui demande beaucoup d'énergie, parce qu'il a arrêté. Nous avons peu de compétitions ici au Rwanda, donc pour que le coureur soit toujours sur le vélo, si on augmente aussi des compétitions locales, et qu'on donne donc les coureurs d'aller avoir de l'expérience à l'extérieur, quoi qu'il en soit, donc dans les années 2 ou 3, 4 ans, si on commence ça, dans 4 ans, on va avoir des fluides qui vont nous montrer qu'on va même gagner le Tour du Rwanda, pas le podium, mais aussi le classement général. Oui, Philippe, nous avons parlé des mondiaux de cyclisme 2025 à Kigali qui ont marqué l'histoire. Et généralement, vous qui suivez de près le cyclisme dans le monde, après les mondiaux de cyclisme, ça laisse quel héritage sportif dans le pays, en général? Ça reste la référence, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des... On saura, quand on parlera dans 30 ans de Tadej Pogacar, on dira qu'il a été champion du monde à Kigali. Et ça, c'est quelque chose qui est immuable.
On se souvient tous de Bernard Hinault qui a gagné le championnat du monde à Salonches en 1980, ou de Jean Sablinski qui a gagné en 64, j'étais pas né, mais et moi-même je le sais, quoi. Donc on connaît le lieu est attaché à l'exploit. Et obligatoirement l'héritage il est là, c'est un héritage historique, parce que les gens se souviendront de ces paysages. Moi on m'en a parlé des paysages du Rwanda, que les gens n'ont pas seulement regardé la compétition, ils ont regardé les images du lac, le public, les gens qui couraient. Le public enthousiaste. Oui, enthousiaste, la montée de la Norvège. Là, tout ça, c'est des choses qui vont rester dans les mémoires. Donc à partir de là, il y a un héritage obligatoire. Ensuite, il y a les coureurs aussi, quand même, c'est un fait d'armes en fait d'avoir fait le championnat du monde à Kigali, parce que c'était le premier en Afrique. Et j'ai entendu encore tout à l'heure, j'étais avec un coureur érythréen qui aurait dû faire le championnat du monde. Il aurait dû le faire, il avait toute sa place. Et il m'a dit, c'est mon plus grand regret, parce que dans ma carrière, faire le championnat du monde en Afrique et à Kigali, au Rwanda, terre du cyclisme, ça aurait été un grand honneur. Et il n'a pas pu le faire parce qu'il n'a pas été sélectionné, mais parce que c'est sur un palmarès, même s'ils n'ont pas gagné, mais sur leur palmarès, c'est un fait d'armes. Ils étaient au championnat du monde à Kigali. Donc c'est en ça que c'est un sport merveilleux aussi, parce qu'il attache toujours, il laisse une trace toujours en fait. C'est comme un grand livre qui s'écrit au fil des années, et on tourne les pages, mais on revient aussi, on avance, on écrit, mais on revient aussi en arrière parce qu'on a besoin de s'approprier aussi ce qui s'est passé avant. Et alors techniquement, sur le plan technique, qu'est-ce qui change au Rwanda par rapport aux courses de même format au niveau international? Les courses européennes, par exemple, de même format, mais quand on arrive au Rwanda, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Franchement, rien. À part les grandes équipes qui ont leur bus, leur pullman et qui séparent du coup les coureurs du public. Parce que là, les coureurs, ils sont proches du public. Ce qui était, moi, quand j'ai commencé ma carrière de journaliste fin des années 80, début des années 90, il n'y avait pas de pullman. Et là, on avait le contact direct avec les coureurs qui sortaient de leur voiture, comme ici, qui sortent des minibus. C'est visible. C'est la seule chose qui change, franchement, sur des courses de même niveau, j'entends, de niveau 2. Il y a rien qui est différent. Et c'est ça aussi qui est appréciable pour les coureurs européens qui viennent là. Ils sont en terrain connu en fait. C'est un terrain connu. Oui. Ça pourrait être totalement l'exotisme et tout ça, mais pas du tout. Ils sont en confiance. Les coureurs, de toute façon, un coureur pour prendre le départ d'une course, il faut qu'il ait confiance en l'organisation. Parce qu'il va dans un virage, il va comme prendre le virage sur la gauche. Il faut qu'il ait confiance qu'il n'y ait pas une voiture qui arrive en face. Oui. Donc c'est en cela que les coureurs, quand ils viennent, parce que c'est qu'ils sont sûrs, ils ont confiance à 1000% qu'il y a la sécurité, que les routes sont propres, qu'elles sont dégagées, qu'il n'y a pas de problème. Ils sont dans de bonnes conditions. Ils le savent. Et après, ça se répète. Parce qu'au tout début, les premières équipes professionnelles qui venaient, c'était très difficile de les inviter. Je me souviens, avec les organisateurs, on s'arrachait les cheveux pour les convaincre de venir. Mais petit à petit, la réputation s'est faite comme ça, avant les championnats du monde. La réputation s'est faite comme ça, c'est que le Rwanda, un pays sûr, un pays où les routes sont belles, où les conditions d'organisation sont identiques à ce qui se passe en Europe. Et il y a bien plus d'accidents sur des courses européennes aujourd'hui. Ici, il n'y en a pas. Oui. Ici, il n'y en a pas. C'est ce qui est la preuve qu'il y a beaucoup d'équipes qui veulent venir, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Mais il y a beaucoup d'équipes qui veulent venir maintenant. Ça, c'est une grande réussite, ça aussi. La sécurité est un facteur clé. Dans le cyclisme, c'est le facteur clé. C'est un très gros problème dans le cyclisme mondial, du World Tour même. Parce que les coureurs vont de plus en plus vite, le matériel est plus léger, donc ils vont beaucoup plus vite, le matériel se casse, les coureurs prennent plus de risques, parce que comme ils vont plus vite, ils prennent plus de risques. Et ça, c'est inhérent au sport de haut niveau, mais mondial, pas seulement au cyclisme. Oui. C'est qu'on on veut aller toujours plus haut, plus vite, plus fort, et avec des risques qui sont des fois inconsidérés. Mais il faut être en sécurité. Et c'est un sport le cyclisme est un sport d'aventure, mais les coureurs prennent l'aventure. C'est aussi une aventure pour eux, parce que il faut que le matin, il y a beaucoup de femmes qui ont très peur que leur mari, les femmes de coureurs, que leur mari ne revienne pas à la maison le soir, ou à l'entraînement. Et là, le Rwanda offre des conditions
quasi idéal, quoi. Je veux dire même, il n'y a pas beaucoup de coups de course. Et on en fait pendant toute l'année, depuis des années. Il n'y a pas beaucoup de courses qui offrent ces conditions-là. Franchement, vous pouvez être fier au Rwanda. Et alors revenons sur le public. Notre élément important dans le sport, dans des compétitions de haut niveau. Jean Sauveur, est-ce qu'on peut dire que le public rwandais peut être un facteur avantageant pour les coureurs rwandais? Oui. Comme Philippe a dit, donc le public rwandais est partout. Il a dit, sauf le Tour de France, il y a beaucoup de public. Donc le Rwandais doit en profiter parce que c'est eux qu'ils savent quand ils passent, ils connaissent les noms. Donc ça les motive vraiment à être idéal dans la compétition. Donc vous savez que le public rwandais, sur les routes du Rwanda, donc ont une discipline vraiment impeccable par rapport aux autres compétitions, comme il a dit. Nous savons que la sécurité, comme il vient de dire, est un élément clé parce que c'est un élément qui peut annuler une compétition cycliste. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, donc on doit arrêter tout. Ici au Rwanda, la sécurité est impeccable, comme il vient de le dire. Et puis le public, avec de discipline sur les routes, ne peuvent pas gêner les coureurs. Donc, par appeler, leur discipline et leur motivation pour les coureurs vont vraiment avantager les coureurs rwandais parce qu'ils reconnaissent et les avantages plus gagnés de la même façon que les années précédentes. Alors Philippe, vous avez vous suivez toujours le cyclisme au niveau mondial. Et je voudrais que vous nous parliez un peu de votre expérience sur le continent africain et comment se porte le cyclisme en Afrique. C'est souvent fait de grandes espérances et de grandes déceptions, en fait, de grandes désillusions, parce qu'on croit... de disparités? Oui, et puis on croit il y a des hauts, des très 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 hauts, et beaucoup de bas aussi, parce qu'il y a peu de suivi, en fait sur les carrières des coureurs. Et c'est un peu ça qui fait peur des fois, parce qu'on se dit, il y a un potentiel énorme, pourquoi le continent africain ne produit pas plus de sportifs cyclistes qui sont... Par essence, c'est un sport d'endurance. Ils ont les plus grands marathoniens. Vous avez en Afrique les plus grands marathoniens, les plus grands coureurs de fond. Oui. Et le cyclisme, c'est le même effort, c'est le même effort d'endurance. Et alors c'est un problème. Il y a la technique en plus, il y a la technique du vélo, le matériel. Mais c'est là le Rwanda est. Alors il y a les deux pays que je prends toujours en exemple. Il y a le Rwanda et l'Érythrée. L'Érythrée, ils ont une culture de cyclisme qui date de très très longtemps. Ils ont des coureurs qui ont des capacités hors normes, en fait. Et après, il y a aussi une volonté structurelle et politique de faire des efforts pour le sport, pour qu'il y ait une continuité sur pas un an, mais pas sur 2 ans, mais sur des dizaines d'années. Et c'est ce qu'on est en train de vivre au Rwanda, c'est que on n'abandonne pas le sport cycliste au Rwanda. La facilité aurait été de ne pas se battre pour avoir un championnat du monde. Quand les coureurs rwandais ne marchaient plus quand c'est passé en catégorie de 1, la facilité aurait été de dire bon, on arrête, il ne marche plus, on arrête. Ce qui est beaucoup le cas, si justement je parlais des déceptions, des illusions, c'est souvent le cas dans certains pays africains où tout d'un coup il y a une pointe et après ça redescend, le soufflet s'éteint et est terminé, on arrête et on attend qu'il y ait 2-3 ans plus tard ou 4 ans, et c'est trop tard parce que c'est des générations on saute des générations et en fait ça se transmet, c'est un sport qui se transmet aussi, la connaissance, la motivation, l'expérience, ça se transmet, donc il ne faut pas qu'il y ait des trous de génération. Et c'est un peu ça, c'est pour ça que je parle de haut et de bas dans le cyclisme africain. Il y a des pays qui ont été très très forts comme le Maroc, l'Afrique du Sud, aujourd'hui ils sont dans le creux de la vague. Parce que politiquement ça n'a pas suivi depuis 5-6 ans. Et d'autres pays qui vont remonter tout d'un coup, on voit l'Éthiopie par exemple, qui a été au début, qui venait ici, qui marchait très bien. Le Kenya, tu parlais tout à l'heure du Kenya, qui marche moins maintenant, il y a quasiment plus de coureurs au Kenya, alors qu'ils avaient des coureurs qui étaient très forts. Et en Éthiopie pareil, maintenant l'Éthiopie, ça remonte maintenant un petit peu. C'est des vagues comme ça, comme des modes, et je trouve que c'est plus rassurant pour des coureurs d'avoir une politique sportive comme celle qu'on vit au Rwanda, qu'on voit au Rwanda, où on sent que c'est sur la continuité. Les épreuves de jeunes, moi je les suis les classements, je regarde, j'arrive à les récupérer.
on pioche là-dedans, on pioche les noms, on voit quel jeune coureur commence à marcher, est régulier sur plusieurs épreuves. Et ça, c'est important parce que ça donne déjà une idée, c'est une carte postale de la réalité de ce sport dans un pays. Et alors là, on va voir les meilleurs coureurs rwandais, on va les voir marcher sur le Tour du Rwanda. Mais les jeunes derrière, ils seront là à l'arrivée pour regarder leurs aînés en se disant je serai comme eux dans 5 ans ou dans 6 ans. Quoi. Ce sont des références. Voilà, et c'est ça qui est aussi, comme je parlais de transmission, c'est aussi ça. Quoi. Donc, et c'est important, et je pense que là, le cyclisme africain, des fois, souffre de ce manque de persévérance, en fait, qui existe au Rwanda. Il y a une vraie persévérance sportive et politique, et ça, c'est la clé du succès. Pour moi, il n'y a pas d'autre clé de succès. C'est que... Et alors, Philippe, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait cette croissance constante? Il y a des pays qui évoluent, mais qui retournent en arrière. Pour qu'il y ait une croissance qui est constante, qu'est-ce qu'il faut? C'est une fédération forte, avec des moyens, qui organise des courses, une fédération qui permet aux coureurs d'être coureurs, en fait. C'est-à-dire d'être coureurs à part entière et de courir, vivre comme des professionnels. Évidemment, ils ne sont pas professionnels, ils n'ont pas des salaires, ils ne peuvent pas avoir des salaires comme les coureurs européens pour l'instant, tant qu'ils ne gagnent pas des grandes courses européennes. Ça ne rapporte pas énormément. Non, bien sûr, mais c'est un sport assez ingrat quand même, parce que proportionnellement à tous les efforts qu'ils font, ils ne sont pas vraiment récompensés. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais c'est la même chose sur le continent européen? Oui, bien sûr. Il y a des coureurs qui font le Tour de France, parce que il n'y a pas seulement un vainqueur, il y a quand même 180 coureurs qui font le Tour de France. Oui. Donc il y a 179 perdants, en fait. Et le dernier qui arrive à 4 heures du vainqueur, à l'arrivée à Paris, il a quand même fait le même nombre de kilomètres, mais il a mis 4 heures de plus, quoi. Donc c'est assez ingrat, et il gagne beaucoup moins aussi. Donc ce que je voulais dire, c'est que il faut que ça soit structuré, il faut qu'il y ait des détections, et comme si ça se passe maintenant. Et je trouve que là, je trouve qu'au Rwanda, il y a une bonne... C'est devenu aussi une référence auprès des autres pays africains, des autres pays de vélo, j'entends. C'est devenu une référence. La cérémonie des meilleurs coureurs africains qui a eu lieu en novembre ici à Kigali a réuni toutes les familles du cyclisme africain. Tous les présidents des fédérations ont été réunis ici et ils sont tous admiratifs de ce qui se fait au Rwanda. Donc je pense que c'est aussi ça qui peut pousser les coureurs à dire bon, le matelas il est là, on est en sécurité, on peut avancer, on peut penser à notre carrière et à grandir. Mais il faut avoir la mentalité aussi. Mais la mentalité, ça s'achète pas et c'est pas. Oui. Et alors, Jean Sauveur, vous qui suivez de près le cyclisme rwandais en particulier, est-ce que cette évolution qu'a connue le Tour du Rwanda est allée de pair avec l'évolution des mentalités chez nos populations? Est-ce que le cyclisme est connu dans tous les coins du pays? Ce n'est pas seulement à Kigali ou sur Musanze ou Rwamagana, c'est partout le cyclisme est connu, d'après ce que vous constatez? Oui, ça monte vraiment. Donc ça va de pair, comme tu viens de le dire, avec la connaissance du cyclisme. Donc le problème est le suivant concernant les Rwandais. Je dis bien, je pointe. Le problème, c'est que les Rwandais aiment la victoire, comme tu le sais, bien avant. Alors, comme c'était classé 2.2, le Tour du Rwanda, et on gagnait pendant 5 ans, et on gagnait l'édition de 2014 à 2018. Alors, en changeant la catégorie, ils pensaient qu'on va toujours gagner, alors que c'est difficile. C'est pourquoi la mentalité qui reste dans les gens, dans les Rwandais, disent les Rwandais ne gagnent plus. Pourquoi? Peut-être qu'ils n'ont pas mieux rémunéré ou bien on n'est pas. Donc, ceux qui sont responsables d'eux ne fait absolument rien. Non, c'est faux. Normalement, c'est que la catégorie a augmenté. Mais nos couleurs aussi augmentent leur niveau. Donc, le problème, c'est que la catégorie est très difficile, comme on vient de le dire. Mais je vais changer la mentalité. Il faut encore encourager les coureurs. Ça va se faire d'ici peu d'années que les Rwandais encore devenus. Ce n'est pas le niveau des coureurs qui a baissé. Non. C'est la compétition qui a. Donc on a passé à un autre niveau. Oui, à un niveau. Disons, oui. Donc ce qui est important, c'est qu'il doit savoir que
même si on ne gagne pas, c'est que la compétition est très difficile par rapport au précédent, mais que ça va se faire parce que on a donc les compétitions de jeunes, là où on va avoir des terrains, donc on fait des détections de terrains, et ce que je peux aussi signaler, c'est que dans les compétitions de jeunes, c'est les parents, pas des équipes, ce sont les parents qui viennent avec les enfants, qui les motivent avec les vélos, qui viennent avec les voitures et passent leur temps pour les compétitions de jeunesse ici. Donc les parents aussi motivent leurs enfants de participer et de commencer à parler. Ici, tu amènes un enfant de 9 ans et si tu l'accompagnes, donc à 16 ans, il aura vraiment un niveau très supérieur. Et il peut commencer dans les juniors en tant qu'un coureur vraiment bien qualifié, contrairement aux années passées. Donc ce qui veut dire que le public toujours aime et les gens savent maintenant à quoi concerne le vélo, aussi à cause du championnat du monde de l'année passée, mais aussi les parents, s'ils commencent à mener leurs enfants dans les compétitions de jeunes, ça aussi, ça prouve que le public est assurant à propos de leurs enfants pour qu'ils viennent des compétiteurs à haut niveau. Mais toujours, il faut un accompagnement politique, il faut que la fédération verse de l'argent, il faut qu'ils suivent de près, il faut qu'on fasse des détections de terrain, il faut qu'on fasse des entraînements, donc pas ici au Rwanda, mais aussi à l'extérieur pour se confronter avec d'autres compétiteurs très qualifiés qu'à eux pour acquérir de leur expérience. Et ça va changer beaucoup de choses d'ici peu d'autres. Et alors, Philippe, vous avez suivi aussi le Tour du Rwanda depuis des années. Est-ce qu'on peut dire que le Tour du Rwanda n'est pas seulement une compétition sportive? Est-ce qu'il peut être une vitrine de l'image du pays, un levier de développement? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout à fait ça. C'est ce qu'on appelle le soft power grâce au sport. C'est-à-dire que c'est un vecteur de communication incroyable. Les images qui sont retransmises sur une course de vélo, mais ça vaut pour toutes les courses. Oui. Moi, je vois ma mère, elle regarde mes grands-mères, elle regarde le Tour de France, pas pour les coureurs, mais pour les paysages, elle voyage. Oui. Et ma mère, elle a regardé les championnats du monde, pas pour savoir si Pogacar ou pas allait gagner, mais juste pour voir ce pays-là. Et elle a vu des images magnifiques. Donc à travers ça, c'est quand même pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, des images du pays qui sont diffusées dans le monde entier. C'est une vitrine, il n'y a pas un sport qui offre ça. Dans le football, j'adore le football, c'est pas la question, je suis fan de football, mais on voit un stade, mais le stade, on peut le mettre n'importe où, ce sera toujours le même. Qu'il soit à Kigali, à Amsterdam, à Paris ou à Sydney, ça sera toujours un même stade. Et on ne voit pas la différence. Et là, le cyclisme, c'est un sport de voyage, mais qui permet, mais qui va chez les gens. C'est-à-dire que c'est la seule compétition sportive je parle des grands sports. C'est la seule compétition qui va voir les gens. Les autres sports, c'est les gens qui vont dans le stade, qui vont payer pour voir une compétition. Ah oui. Le cyclisme, ça passe chez les gens, et c'est gratuit. Et c'est là que c'est cette force-là on en tombe en admiration obligatoirement devant les acteurs, mais aussi quand on est loin, devant cette organisation, devant ces paysages. Là, on voit les images, ça fait rêver, quoi. Et là, on se dit, c'est associé à un pays, c'est associé au Rwanda, et il n'y a pas plus belle publicité, en fait. Moi, je suis persuadé que là, aujourd'hui, il y a un label, il y a une sorte de c'est un marquage au fer rouge. Maintenant, le cyclisme, le Rwanda est associé au cyclisme. Et ça, c'est inouï. C'est grâce au cyclisme aussi, le Rwanda s'est fait connaître un peu plus, et avec des images positives d'un pays sécurisé, calme, qui se relève, aussi, parce qu'il ne faut pas oublier tout ça, évidemment. Et les gens ils en parlent aussi. Mais quand on voit les images, on se dit oui. C'est là une grande réussite, quoi. Tout est une grande réussite. Et le cyclisme permet de voir ça, quoi. Oui. Parce que des fois, il n'y a pas besoin de paroles, en fait. Oui. C'est une image de course de vélo montre ce qui se passe, en fait, dans un pays. Et là, on voit le public est discipliné, regarde l'arrivée, regarde le sprint,
et enthousiaste et heureux et le sourire. Et ça, il n'y a pas plus beau, je pense qu'il n'y a pas plus beau dans un pays d'offrir cette image-là, quoi. Et alors, Philippe, partout où vous êtes passé sur le continent africain surtout, est-ce qu'on peut croire que cette expérience du Rwanda peut inspirer d'autres nations africaines? C'est certain. Je sais, pour avoir entendu dernièrement que certaines fédérations voulaient se rapprocher du Rwanda pour leur savoir-faire, en fait, quoi. Tout simplement, le savoir-faire, savoir organiser une course de vélo, qui est une compétition très difficile à organiser, hein. C'est beaucoup de détails, il y a presque 1000 km de prévus, un trou dans une route au 53e de la 4e étape. Ça gâche la fête. Peut gâcher tout l'ensemble de la semaine. Donc le moindre détail est à prendre en considération. C'est très difficile à organiser et on ne se rend pas trop compte. Moi, j'ai longtemps été de l'autre côté de la barrière. Et là, maintenant, je suis plus du côté de l'organisation et je vois à quel point c'est difficile de tout prévoir, de tout anticiper pour rendre un produit qui est magnifique et qui est fini, et qui est propre et beau. Et ça, c'est vrai que ça fait l'admiration de beaucoup de fédérations africaines qui ont vu déjà le championnat du monde, parce que les présidents étaient présents ici, les présidents des fédérations. Oui. Et c'est vrai que ça donne envie. Ça donne envie à des gouvernements aussi, des pays, de ces pays-là, qui ont une culture vélo. Je pense pas qu'on puisse demander à un pays qui n'a pas une culture vélo. C'est important, on ne peut pas d'avoir la culture ancrée dans le pays aussi, au niveau de la population, des instances politiques, sportives. On ne peut pas demander à un pays qui n'a pas ça de créer un Tour du Rwanda. C'est pas possible. Parce que là, c'est vraiment des pays qui ont ça en eux, beaucoup l'Afrique de l'Ouest, et même l'Afrique de l'Est aussi, hein, qui ont cet attachement maintenant à se dire, oula, là il y a une réussite, et prenons donc cet exemple. C'est pas la peine. Des fois, il faut prendre ce qu'on a sous la main, le meilleur exemple, il faut le suivre, il ne faut pas aller chercher midi à 14h et puis essayer de faire le contraire de ce qui marche, en fait. Et là, c'est vrai que ça marche, là. Et alors, nous parlons toujours de cette évolution qui ne s'observe pas encore sur le continent africain. Est-ce que Philippe pensait que les médias peuvent être de bons accélérateurs de ce sport sur le continent africain? Ils ont un rôle à jouer, les médias. Oui, toujours, mais toujours parce que ceux qui diffusent et qui transmettent leur histoire, on parlait tout à l'heure c'est un sport de narration. Qui influe aussi sur les mentalités des gens. Bien sûr, parce que un mauvais commentaire, et encore plus maintenant avec les réseaux sociaux, prend des proportions qu'il n'y avait pas avant, mais qui existaient à la radio, à la télévision ou dans les journaux de presse écrite. Ça existait aussi, mais maintenant ça prend, déjà ça va plus vite et ça prend des proportions qui sont plus importantes. Et donc les médias, ils ont une responsabilité, évidemment. On a une grande responsabilité en tant que journaliste quand on fait le Tour de France ou quand on fait le Tour du Rwanda. C'est la même responsabilité pour moi. C'est-à-dire qu'on doit raconter ce qu'on voit, pas chercher du négatif là où ça n'existe pas, en fait. Et c'est la mode souvent d'essayer de trouver le négatif, parce que ça fait du buzz. Mais le buzz, il peut être fait je parle toujours des images, mais il peut être fait par des images toutes simples, sans parole. Des fois, on n'a pas besoin de paroles. Il n'y a pas besoin d'écrire et de commenter. Des fois, ça suffit. Une image suffit. Une belle photo, elle parle plus qu'un article, des fois. Ah oui. Et alors, Jean Sauvé, je veux dire qu'on revienne un peu sur cette édition, cette 10e édition du Tour du Rwanda, que vous suivez de très près. Je sais bien que vous connaissez aussi certains, si pas tous, coureurs rwandais. Vu la performance de nos jeunes coureurs, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette édition 2026? Il y a des coureurs qui vous impressionnent personnellement? Oui, parce que je suis avec eux de jour à jour. Bon, on n'a pas beaucoup de compétitions locales, mais ils participent dans des compétitions internationales et il y a les couleurs qui ont d'expérience. Aussi, il y a les couleurs jeunes qui émergent vraiment. Donc, je pense que pour moi, il est très difficile parce que je ne suis pas un entraîneur donc de l'équipe rwandaise pour savoir à quoi consiste. Mais il y a les noms comme Patrick Byukusenge qui va faire la 14e édition. Il est bien expérimenté. Rwanda, donc Patrick Byukusenge qui est
Donc, c'est le capitaine de l'équipe rwandaise qui a une expérience énorme sur le Tour du Rwanda, qui peut faire quelque chose. Donc, compte tenu de tous les collègues qui sont là-bas, je pense que les Rwandais, que ce soit dans l'équipe rwandaise, il y a aussi des équipes continentales, comme Amman, là où il y a des collègues rwandais. Il y a l'équipe Bénédiction, qui est là où il y a des collègues rwandais, qui est rwandais. Aussi, il y a l'équipe Maystar, là où il y a aussi des coureurs rwandais. Bon, donc, compte tenu des coureurs rwandais qui sont là-bas, je pense que si même ils ne viennent pas sur le podium, mais ils peuvent gagner une étape ou deux étapes. Mais en revenant sur ce que Philippe vient de dire, M. Damassane, je vais signaler quelque chose de très important pour le pays. Depuis 1903, le Tour de France existe toujours, sauf dans la Deuxième Guerre mondiale. Même au Covid, le Tour de France jouait un rôle important parce qu'on a fait le Tour de France même dans le Covid. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de touristes, donc la France gagne beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que quand le Tour de France, je viens juste sur les médias, donc toutes les images, tout le paysage de la France, tous les châteaux de 1600, on montre ça et ça intéresse beaucoup de gens qui suivent le Tour de France comme une compétition, la première compétition mondiale du cyclisme, et les gens y passent pour l'aller. Pour le Rwanda aussi, donc c'est un tremplin pour le Rwanda pour qu'il puisse avoir beaucoup de touristes qui viennent et qui visitent le Rwanda, qui voient le Rwanda, et on va gagner aussi économiquement aussi. Le Tour du Rwanda va être impeccable. Donc pour le Rwanda, pour soulever l'économie rwandaise et pour les touristes qui vont venir à cause de ces images à travers le monde. Donc Philippe, vous confirmez ce que dit Jean Sauveur, le Tour de France a joué un rôle dans la promotion du tourisme français? Tout à fait, et ça vaut, mais ça vaut pour tous les... Parce que le Tour de France, il a lieu au mois de juillet, donc en France, c'est le premier mois des vacances, des grandes vacances d'été, donc... soit les gens sont devant leur télé, soit sont sur le bord de la route, comme tous les enfants. Moi, j'étais sur le bord de la route pour voir le Tour de France passer quand j'étais petit. Et c'était la tradition, ça faisait partie des occupations du mois de juillet. Donc, il y a cette tradition. Mais comme tu disais, Jean Sauveur, c'est qu'avec les images, ça donne envie de venir voir les châteaux de la Loire, les monuments en France, à Paris. Et là, moi, je me suis rendu compte, depuis que je suis revenu du championnat du monde, le nombre de personnes qui m'ont demandé « mais c'est facile d'aller au Rwanda ?» Juste ça, quoi. Et là, je me dis « ça, c'est gagné », parce que ça veut dire que les gens ont envie de venir. « Mais c'est facile de venir venir visiter le Rwanda ?» Bien sûr, je dis que c'est très facile, parce que les conditions, elles sont idéales pour venir. Mais je pense que vous aurez sans doute les chiffres plus tard, mais il y aura certainement une hausse du tourisme au Rwanda grâce au championnat du monde. Ça, c'est évident. C'est évident. Et alors, peut-être on s'achemine vers la fin de notre émission. Mais Philippe, je voudrais aussi vous demander la réussite des championnats du monde de cyclisme sur route en 2025 à Kigali, pour la toute première fois sur le continent africain. La réussite continue du Tour du Rwanda. Est-ce que vous pensez que cela peut pousser surtout les entraîneurs européens à prendre la direction du continent africain pour chercher des talents cyclistes à insérer dans les équipes? Moi, j'en suis persuadé. Je suis persuadé qu'il y a un réservoir de jeunes talents en Afrique qui est encore totalement insoupçonné, et que le championnat du monde, alors, il y a eu l'émergence des Érythréens avec Binyam Guillermaï, mais qui a quand même ses premières courses, il les a gagnées en Afrique. Il a gagné ici au Rwanda ses premières courses, et c'est la première fois qu'il a quitté l'Érythrée, qu'il a franchi les frontières de son pays. C'était pour venir au championnat d'Afrique continentale ici à Kigali, et c'est là qu'il a gagné ses premières courses hors de l'Érythrée, pardon. Oui. Et après, il a gagné autour du Rwanda, Musanze, il avait gagné aussi la Tropicale à Missa-Bongo. Donc ses premières courses, il les a gagnées quand même sur le continent africain. Les premières courses professionnelles, il les a gagnées sur le continent africain. Et ça doit servir de leçon aux recruteurs, aux agents, mais il y en a qui sont là, qui sont sur le Tour du Rwanda. Je le sais parce que ils sont là, ils sont en repérage, ils renseignent. Il y a ce qu'on appelle des scouts. Ils sont là, ils viennent, ils sont dans les équipes, ils sont payés par des équipes, mais ils sont là pour surveiller, pour regarder s'il n'y a pas le nouveau Binyam Guillermaï qui, dans le peloton du Tour du Rwanda, qui se cache. Ouais, c'est ça.
Et alors, Jean Sauveur, est-ce que, dans le travail que vous faites au quotidien, est-ce qu'il n'est pas, il est facile de découvrir ces talents cyclistes au Rwanda? Oui, oui, vraiment. Il vous est facile de les On trouver? peut les voir très facilement à travers donc, les jeux, donc les compétitions de courses de jeunes, pour voir comment les enfants évoluent, même s'ils n'ont pas des entraîneurs qualifiés. Mais tu vois donc la ténacité, donc les enfants qui ont soif d'avoir cette réussite, de gagner à bas âge. Donc, si un enfant a 10 ans, il veut gagner, il fait tout possible pour gagner, tu vois sa mentalité que si on le prépare vraiment très bien, il va avoir un avenir sur le vélo très impeccable. Et on commence à le voir. Aussi, il y a les équipes qui viennent, je dis les équipes rwandaises, qui viennent pour voir ces compétitions de la jeunesse, pour voir s'ils peuvent en avoir des enfants qui arrivent aux âges de cadet. Cadet, c'est entre 15 et 16 ans, pour voir s'ils peuvent les recruter déjà qui vont commencer dans les juniors. Donc aussi, c'est très très important pour détecter les talents. Nous avons aussi les compétitions. Bon, je ne dis pas hors de la fédération parce que toute compétition cycliste, donc c'est la fédération qui registre, on doit demander à la fédération, mais qu'on appelle le Murenge Kagame Cup. Là aussi, on oblige, le ministère oblige que c'est entre 16 ans et 20 ans. Donc celui qui dépasse 20 ans ne peut pas y inscrire. Qui veut dire que ce sont des jeunes qu'on veut voir à travers le Murenge Kagame Cup dans le secteur. Donc autant de cadres qui vous permettent de découvrir les talents. Exactement. Dans le secteur qui monte dans le district compète dans le, disons, à l'est. Au niveau de la province. De province, dans l'est ou l'ouest. Et puis, il y a une compétition nationale. Mais là, on détecte les talents et on utilise les vélos ordinaires. Donc, c'est les pinebaro, c'est ce qu'on appelle ici, les vélos ordinaires. Donc, c'est ce qu'on n'utilise pas des vélos de course. Donc, pour voir aussi les talents, déjà qu'on peut le critère. Aussi, c'est à travers le Murenge Kagame Cup qu'on peut détecter les talents pour l'avenir du cyclisme rwandais. Alors, pour terminer avec vous, Philippe, nous sommes au premier jour de la compétition, la 18e édition du Tour du Rwanda. Vu l'organisation que vous connaissez au Rwanda, les éditions précédentes, la réussite des championnats du monde au cyclisme, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette édition? Dans l'idéal, pour le Rwanda, pour le continent africain, c'est que ce soit un coureur africain qui gagne, parce que ça a plus de sens, à mon avis, qu'un coureur africain donne l'exemple, pas seulement pour son pays, mais aussi pour tous les enfants africains qui sont intéressés, qui rêvent de devenir cyclistes, qui rêvent, je parle toujours, de devenir le nouveau Binyam Guillermaï, en fait. Et, parce que c'est la locomotive, et ça dépasse les frontières, en fait, sa réussite à dépasser les frontières en Afrique. Et c'est ce qui est merveilleux. Mais aussi, je pense que pour le cyclisme rwandais, alors viser le classement général, ça me semble très difficile, mais gagner une étape, ça serait extraordinaire, parce que je me souviens quand Moïse Mogisha gagne à Canal Olympia, là, au sommet, c'est une euphorie absolue. Moi, j'en ai encore la chair de poule quand j'en parle et quand je me souviens de ces images, parce que c'était la réussite de tout un pays aussi, quoi. Donc, ouais, ça serait l'idéal. Voilà les deux rêves en fait pour cette. Alors si un Rwandais pouvait gagner le classement général, ça serait encore mieux. Mais ça va venir. Oui. Voilà, donc c'est sur cette note d'optimisme que nous allons clore notre émission, tout en espérant que cette 18e édition du Tour du Rwanda qui a débuté ce dimanche puisse connaître assez de succès comme les éditions précédentes. Merci en tout cas à nos deux invités, Jean-Sauveur Niamira, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous. Merci à vous également, Philippe Legare. Vous êtes, comme Jean-Sauveur d'ailleurs, expert en cyclisme. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Merci beaucoup, Jordan. Et à vous, chers fidèles de la télévision rwandaise, les inconditionnels de notre émission Majuscule Propos, merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. La télévision rwandaise reste à votre compagnie
et le Tour du Rwanda, vous allez le vivre sur la télévision rwandaise.